Donc le docteur Gauthier va nous parler de l'ECG du sportif, toujours bien sûr, mais quelles anomalies pathologiques recherchées selon l'âge? Ça marche. Donc effectivement, nous devons nous poser la question de savoir au fil des années de la pratique sportive ce qui va être attribué à la pratique sportive elle-même ou ce qui doit être attribué à une pathologie intercurrente, là encore, je vous le répète, susceptible de s'aggraver et de mal tourner. Quand même que je vous rappelle d'abord que l'ECG du sportif est normal dans beaucoup de cas. 55% des cas, 40% chez les endurants, 65% chez les explosifs, si vous voulez, l'électrocardiogrammes sont normaux. On parle beaucoup de pathologie, mais quand même, il faut dire cette chose-là, l'électrocardiogramme du sportif est assez souvent, disons, en gros, dans la moitié des cas, normal. On a dit que le sexe influençait effectivement l'électrocardiogramme, mais il y a une notion que je voudrais que vous gardiez très présente, c'est que l'ethnicité est très importante dans l'aspect de l'électrocardiogramme normal. C'est-à-dire que beaucoup d'ethnies ont un électrocardiogramme qui, dans un premier temps, va vous paraître pathologique, comme l'électrocardiogramme que je vous montre. Et le Club de cardiologie du sport a fait une campagne de recueil électrocardiographique dans tous les pays du monde, du Japon à l'Amérique du Sud, en particulier aussi en Afrique, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, et a progressivement établi une liste de ce qu'on peut considérer comme des anomalies physiologiques liées à l'ethnicité de l'électrocardiogramme. Vous voyez ici quelque chose qui est assez particulier. Vous avez l'impression qu'effectivement l'onde de T est inversée. Eh bien, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans la population afro-caribéenne, qui a d'importantes modifications électrocardiographiques. De V1 à V4, M. Drevon, qui a l'air d'être un spécialiste du basket, alors chez les basketteurs nord-américains, et même moi j'ai été aussi médecin du basket en France, alors ça vous fait sauter au plafond quand vous le voyez pour la première fois. Mais donc retenez qu'il y a des électrocardiogrammes normaux qui vont vous paraître surprenants et non pathologiques à cause de l'ethnicité, en particulier dans la population noire. Le type de sport, on l'a dit. Le volume d'activité, on l'a dit. Considérez, ça c'est pour l'enfant, c'est très important parce que les familles viennent vous voir pour le certificat. Mais bon, après, vous interrogez-les. Combien il fait d'heures par semaine? Ah ben il fait le football, puis après il va jouer à autre chose. Et puis facilement, à plus de sport scolaire, vous êtes à 10 heures. 10 heures, c'est un haut niveau d'activité, en particulier pour un enfant. Vous devez mettre l'étiage à 6-7 heures, voyez-vous, 6-7 heures, voilà. À partir de 6-7 heures, vous rentrez déjà dans un niveau important d'activité. À partir de 10 heures, vous allez être conduit vers le cœur d'athlète. Le cœur d'athlète qui va être anormal, si vous voulez, dans son aspect, mais pas forcément pathologique en raison de multiples adaptations, à la fois électriques et métaboliques. Alors, on va voir période par période ce qui peut être anormal dans l'électrocardiogramme et nous préoccuper. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant allait nous poser de nombreux problèmes. Quelles sont les cardiopathies donc fréquemment retrouvées chez l'enfant? J'ai mis en rouge donc l'enfant et l'adulte jeune, ce qui va nous préoccuper. Les cardiopathies donc congénitales, les cardiopathies liées à l'inflammation, comme la myocardite, les arythmies et mille autres choses. On ne va pas toutes les voir, on n'a que 15 minutes, on s'attardera à 2 ou 3. Et chez l'adulte, donc à partir donc, de 35 ans, c'est plus le versant coronaire qui va nous préoccuper et les arythmies, et en particulier la fibrillation auriculaire. Alors, l'enfant, donc je vous l'ai dit, son électrocardiogramme ne doit pas être anormal s'il est à moins de 8 heures d'activité par semaine. Je vous ai mis les constantes, mais je sais que vous aurez une clé, donc vous les aurez. Vous voyez qu'il a l'électrocardiogramme de l'enfant a surtout un QT court. Il a une fréquence cardiaque légèrement plus élevée que l'adulte en moyenne, et que dès qu'il est athlète, donc au-delà de 8 heures par semaine, il va se ralentir un peu, il y aura beaucoup de rythmes ectopiques, en particulier des rythmes jonctionnels, il va allonger facilement son PR, le bloc incomplet droit va arriver, et il aura des aspects d'hypertrophie ou de tendance à l'hypertrophie ventriculaire droite ou gauche, modérée, avec en particulier des modifications de l'onde R. Mais ce qui nous intéresse particulièrement chez l'enfant, c'est l'onde T.
Et l'onde de T, c'est le tournant du match pour vous si vous avez examiné des enfants de moins de 10-12 ans. L'aspect juvénile de l'électrocardiogramme, c'est une inversion de l'onde de T de V1 à V4. Mais ça ne va pas très loin dans l'âge. C'est-à-dire que jusqu'à 11 ans, il peut y avoir encore 10% des enfants qui ont cette inversion, mais que si vous voulez, à partir de 13 ans, on ne doit plus avoir d'inversion de l'onde de T au-delà de V1. On ne doit plus avoir d'inversion de l'onde de T au-delà de V1. D'accord ? Voilà, retenez ça, c'est la notion la plus importante. Que risque l'enfant ? Vous savez que l'enfant, on le met au sport, tout petit, son cœur va grossir comme chez l'adulte. Vous voyez ici ce que peut faire un ventricule gauche d'enfant avec un programme d'entraînement aérobie, par exemple un programme d'entraînement de danseur ou de danseuse. Vous voyez ? Et vous allez avoir un aspect d'hypertrophie ventriculaire avec une augmentation de l'onde de R, mais aussi des troubles du rythme. Et vous pouvez avoir chez l'enfant des troubles du rythme ventriculaire en dehors de toute cardiopathie. En dehors de toute cardiopathie. C'est l'enfant du 3e trimestre, surchargé par l'activité sportive, surchargé par l'activité scolaire, surchargé par l'activité sociale. Donc c'est très important. Retenez que l'enfant a une réaction vagale post-effort beaucoup plus importante que l'adulte, et il peut faire une mort subite alors qu'il a un cœur sain, parce qu'il va avoir des modifications métaboliques beaucoup plus excessives que ne l'a l'adulte. C'est pour ça qu'il faut faire l'électrocardiogramme le plus tôt possible, même à 10 ans, même s'il peut y avoir à 10 ans quelques limites de lecture de l'électrocardiogramme. Vous voyez, l'enfant, il est hyperadrénergique, il est hypoxémique, il se déshydrate beaucoup plus facilement, il a de nombreux troubles métaboliques, en particulier sodo-calciques, qui font qu'il peut faire un trouble de rythme grave sur cœur sain, anatomiquement sain. Et puis, je vous rappelle, n'oubliez jamais, le bronchospasme chez l'enfant, ce n'est pas cardiaque, mais ça peut être mortel. Et puis, malheureusement, je dois vous dire que l'enfant est dopé, est très jeune, et que donc vous pouvez avoir des complications cardiaques du dopage chez l'enfant, qui peut utiliser des anabolisants sur la pression de l'adulte, des bêta-mimétiques, mais aussi des cols en particulier. Vous savez ce que c'est, ces cols qu'on respire. Donc je vous les redis, et je vous le redis, le Holter ECG chez l'enfant est extrêmement productif. On passe maintenant à l'adulte jeune jusqu'à 35 ans. Qu'est-ce qui est prévalent ? Eh bien, c'est la cardiomyopathie hypertrophique, voyez-vous. Ça, c'est plutôt anglo-saxon, alors que l'école italienne prétend plutôt que c'est la dysplasie rythmogène du ventricule droit, mais quand même, on n'en voit pas beaucoup au cours d'une carrière. Et donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et puis, vous voyez aussi les anomalies des artères coronaires. On n'y pense pas souvent. Donc, je vous ai vu, je vous remets ce que je vous ai mis tout à l'heure, ce que peut détecter l'électrocardiogramme de repos. Et on va voir donc 2 ou 3 pathologies parmi les plus importantes, en particulier la cardiomyopathie hypertrophique, dont vous voyez ici l'énorme développement anatomique du ventricule gauche et qui laisse une cavité peu fonctionnelle. Et c'est une maladie génétique extrêmement arythmogène, qui est susceptible de mort subite avant 40 ans et qui évidemment ne doit pas être oublié au cours du dépistage. Mais quand même, vous avez aussi ces cœurs d'athlètes qui vont développer une hypertrophie ventriculaire gauche avec des troubles secondaires de la repolarisation qui vont quelquefois être très différents, mais vous aurez ce qu'on appelle une zone grise, une zone où on ne saura pas tellement si c'est cardiomyopathie hypertrophique ou hypertrophie ventriculaire gauche d'adaptation. C'est la terrible zone grise du cardiologue qui doit donner une réponse, surtout pour un sportif qui doit exercer une carrière professionnelle. Vous voyez ? Alors, voyez ici, là, bon, c'est discutable. On peut être dans un aspect d'hypertrophie ventriculaire gauche d'adaptation du sportif avec troubles secondaires de la repolarisation. Voyez, mais en cas de cardiomyopathie hypertrophique, vous devez retenir que le segment ST est sous-décalé, en particulier en antérolatéral, apicolatéral. L'onde de T est franchement inversée, souvent sur tout le territoire précordial, sur toutes les dérivations antérieures, que l'onde de Q de micronécrose est quelquefois présente, c'est pas souvent, mais elle est quelquefois présente en antéroseptal, et que bien sûr il y a des troubles du rythme ventriculaire. Alors, ici, on n'a guère de doute, vous voyez, ce sous-décalage du segment ST, cette onde de T franchement négative. Ici, c'est moins évident, mais c'est une cardiomyopathie hypertrophique. Vous voyez ici l'onde de Q de micronécrose. Elle n'est pas toujours présente, elle n'est pas
toujours associé à l'inversion de l'onde de T. Donc vous voyez, l'électrocardiogramme dans ces cas-là est fortement suspect. Bien sûr, vous contre-indiquez le sport et vous faites le bilan. Et c'est l'échographie qui va vous aider dans un premier temps pour vous montrer la différence entre l'hypertrophie d'adaptation du sportif et la cardiomyopathie hypertrophique. Vous voyez ici cet énorme septum qui est cardiomyopathie hypertrophique. Et ici, un septum hypertrophié mais harmonieux. Ici, c'est un septum d'hypertrophie ventriculaire gauche d'adaptation du sportif. Et ici, vous le voyez, donc, sur cette incidence, encore mieux. Vous voyez ici le gros septum de la cardiomyopathie hypertrophique par rapport à la paroi postérieure. Et puis ici, une hypertrophie concentrique, une hypertrophie homogène, si vous voulez, de l'hypertrophie ventriculaire gauche d'adaptation, donc en principe non pathologique. Voilà, hein, donc vous devez faire toute cette recherche, sachant que l'électrocardiogramme du sportif va vous mettre dans ces difficultés, sachant que, par exemple, ici, vous voyez, ces anomalies sont liées au sport. Et ici, ces anomalies ne sont pas liées au sport. Donc, évidemment, c'est quelquefois un petit peu difficile, surtout si on est médecin généraliste, mais dans ces cas-là, il n'est pas demandé au médecin généraliste de faire le diagnostic, mais juste de dire une notion d'anormalité de l'électrocardiogramme pour passer la main au cardiologue. Autre élément important de la pathologie avant 35 ans, ce sont les myocardites, qui sont des maladies virales. C'est un syndrome infarctoïde. Les CG de type infarctus ST+, avec troponine I positive. La coronarographie est normale et le bilan est échographique ou IRM. Vous voyez cet aspect, donc... pardon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint le... Désolé. Alors, il faut arrêter le décompte. On ne peut pas remettre la dernière diapo, là ou... Oui. C'est qui a tout éteint, là? Super. C'est moi. Ah, on n'a plus un mouton. Allez. Dans l'enthousiasme du truc, je ne sais pas. Alors, merci. Il faut revenir. Allez. Voilà. Allez, encore un peu. Voilà, myocardite. Voilà. Hop. Revenons. Ah. Non. Voilà, donc vous voyez cet aspect ST+, de la repolarisation. Donc la myocardite est virale, elle est très arythmogène. C'est celle qui a tué le footballeur Fouet, le Camerounais, parce qu'il avait une gastroentérite qui avait créé une inflammation générale, y compris au niveau myocardique. Ici, quelque chose dont on vous a dit qu'elles étaient fréquentes, mais quand même pas, c'est un trajet coronarien anormal. Vous voyez ici la coronaire droite qui, elle, dans sa situation normale. Ici, une circonflexe qui n'est pas au bon endroit, elle est près de l'ostium de la coronaire droite, et surtout, elle chemine entre l'aorte et l'oreillette, entre le massif auriculaire. Ça veut dire qu'à l'effort, l'aorte va se gonfler par hyperdébit et l'oreillette gauche qui se remplit aussi, la circonflexe va être écrasée. Et pendant l'effort, vous pouvez avoir donc un phénomène arythmique lié à ce problème-là. Alors, après 35 ans, eh bien, le problème, vous le voyez, est essentiellement lié à la coronaropathie. Donc, c'est la cause de mort subite la plus fréquente après 35 ans. Elle ne se fait pas forcément sur des plaques coronariennes très importantes. Une plaque de 40 à 50% peut casser. L'ischémie myocardique est facilitée chez un sujet peu sportif. Son seuil angineux, son seuil de douleur est très rapide, même avec des petites plaques. Et donc, ah non, là c'est pas moi là. Allez. Donc ça on l'a vu, donc ah voilà. Et je garde le pointeur alors, d'accord. Donc vous voyez qu'après 50 ans, le risque relatif d'accident coronarien est multiplié par 5 par rapport à quelqu'un de moins de 30 ans. Le score calcique, j'en ai parlé. Vous voyez ici que l'électrocardiogramme est peu spécifique, malheureusement. Vous voyez, ici c'est un coronarien, mais son ECG de repos est normal.
Ici, vous voyez que vous aurez à vous attacher à de toutes petites anomalies comme celle-ci, qui peuvent être génératrices de maladies coronaires. Il faut que vous le fassiez de manière à arrêter le processus pour ne pas vous retrouver avec un infarctus d'effort chez le sportif, comme sur cette diapositive. Donc l'interrogatoire est important, connaître l'hérédité, les facteurs de risque, et surtout la symptomatologie. Rappelez-vous, les symptômes de repos et d'effort, c'est très important. Ne laissez jamais chez un sportif un syndrome inexpliqué. Ceci, c'est pour s'orienter vers la pratique sportive du coronarien. Donc je ne vous en parle pas et j'y reviendrai demain, puisqu'on doit parler de... Ça nous permet de gagner un peu de temps. Donc pour terminer sur la pathologie, une pathologie fréquente chez le senior, si vous voulez, chez le sujet après 35 ou 40 ans, c'est la fibrillation auriculaire, qui peut être paroxystique ou permanente, qui est le plus souvent idiopathique liée au sport, qui est évidemment quelquefois le fait de quelques cardiopathies. Pensez au dopage, on en parlera tout à l'heure. Comme on a dit tout à l'heure, si la fibrillation auriculaire est paroxystique, faites arrêter le sport pendant quelques temps. Si c'est le sport qui est responsable, il ne va plus s'en produire. Alors vous voyez ici, ça c'est un tracé de repos avec une fibrillation auriculaire classique. Quels sont les mécanismes de la fibrillation auriculaire? Eh bien, d'abord, il y a le foyer d'extrasystole classique autour des veines pulmonaires, mais surtout, l'effort crée un remodelage, en particulier de l'oreillette gauche, d'où partent les extrasystoles, puis la fibrillation. C'est un remodelage qui est multiple. Il est à la fois électrique, c'est-à-dire qu'il va disperser la repolarisation. Il est anatomique, c'est-à-dire que jusqu'au début, on pensait que c'était uniquement le fait d'avoir une dilatation de l'oreillette qui était responsable. La dilatation de l'oreillette gauche du sportif, en particulier sur ceux qui ont de gros débits, marathoniens ou autres, ce n'est pas suffisant pour faire de la fibrillation auriculaire. Il faut qu'il y ait aussi une fibrose. Et ça, ce sont donc les IRM qui nous le montrent. Donc c'est très important. Et ensuite, la fibrillation auriculaire elle-même, quand elle est en place et quand elle est permanente, elle va continuer à entretenir ce remodelage, c'est-à-dire que ça va être un cercle vicieux au point que le métabolisme est modifié avec, par exemple, une augmentation de l'enzyme de conversion. Alors vous voyez ici l'oreillette gauche qui est ici, qui est effectivement une oreillette gauche hypertrophique, mais je vous le dis et je vous le répète encore une fois, ça n'est pas une condition suffisante. Voilà, donc sachez que la fibrillation auriculaire est fréquente à l'effort, dans ces cas-là, chez le sportif. Donc le test d'effort est parlant, comme là où on la voit apparaître, ou présente en récupération. Et voici le holter, là encore une fois, l'intérêt du holter dans les événements rythmiques. Ici, c'est un cycliste qui faisait des malaises lorsqu'il était au maximum de l'effort, et donc on voit bien qu'il passe en fibrillation auriculaire rapide, ce qui nous a donné la solution. Et puis là, c'est encore une fois un cas de dopage. C'est un cycliste qui fait un malaise à la fin de son épreuve. Il est en fibrillation auriculaire plus extrasystole ventriculaire et il reconnaît bien volontiers qu'il est sous amphétamine et corticostéroïdes. Donc pensez au dopage quand vous avez des troubles rythmiques chez le sportif. Donc un mot simplement pour vous dire que vous allez probablement en médecine du sport entendre de plus en plus parler de la fibrose, qui est un phénomène qui va être recherché et qu'on découvre maintenant parce que nous avons des IRM 3T qui permettent de voir ce qu'on appelle les rehaussements tardifs au gadolinium. Et donc peu à peu, on va mettre en évidence de plus en plus de problèmes chez les sportifs endurants qui seront soit des anomalies liées à une pratique sportive trop intensive, soit peut-être aussi à des pathologies qui seraient passées inaperçues, comme des coronaropathies. Alors quels sont les messages? La prévention, la visite médicale préalable à l'activité physique avec l'électrocardiogramme est indispensable. Avant 35 ans, elle permet de détecter une anomalie cardiaque congénitale qui pourrait se manifester à l'effort par une complication grave, en particulier la mort subite. Je vous rappelle la cardiomyopathie hypertrophique, le Wolff-Parkinson-White ou autre, la dysplasie arythmogène des ventricules droits. Je vous précise que l'enfant est concerné. Après 35 ans, c'est la maladie coronaire donc, qui va être recherchée. Ce sont les arythmies, en particulier la fibrillation auriculaire. Donc là encore, la détection est indispensable parce que l'activité physique sera forcément aggravante. Rassurez vos sportifs, s'il y a une anomalie, il sera traité. Quand il sera traité, sous traitement efficace, il reprendra son activité sportive avec des conditions qu'on lui définira. À tout âge, au moindre doute, complétez le bilan, faites des examens complémentaires et surtout, je vous le redis, faites-en s'il y a un symptôme. Donc là, je vous ai mis, vous l'emporterez avec la clé, on ne va pas le revoir. Donc tout ce qu'il faut faire en fonction de ce qu'on remarque sur l'électrocardiogramme du sportif. Vous voyez, donc pas d'examen complémentaire si on a un seul de ces critères isolés
comme le bloc incomplet droit ou les blocs de premier degré. Examen complémentaire, si vous avez un bloc complet droit avec un hémibloc antérieur gauche, par exemple, donc ça c'est important. Et ici, ce sont donc tous les électrocardiogrammes qui vont exiger des examens complémentaires, en particulier les grandes inversions de l'onde de T, des blocs complets, des allongements du QT, le Brugada, des bradycardies excessives, des extrasystoles ventriculaires excessives. Voilà. Donc, si vous voulez, on fait un quiz de 3 secondes, comme on a fait tout à l'heure. Je préfère que vous nous rejoigniez parce qu'il y a des questions. Ah, d'accord. Et donc, au moins, comme ça, on répondra rapidement aux questions. Mais vous méritez quand même nos applaudissements. Donc, je vais vous poser des questions. Questions courtes, réponses rapides. Donc, est-ce qu'il y a un mot sur la réaction vagale post-effort, physiologique ou risque d'évolution? Est-ce que c'est un marqueur de risque ou c'est quelque chose de physiologique? Physiologique. Ça, c'est court. Je lis, excusez-moi, à l'île Maurice, on ne dispose pas de guide pour le sport. L'association de trail, par exemple, préconise la réalisation d'un examen clinique et d'un électrocardiogramme par un médecin du sport ou un cardiologue au-delà de 40 ans. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien? Et deuxième question, le test, je ne le connais pas, Ruffier-Dixon, voilà, je suis entouré de Ruffier et de Dixon, pour dépister l'adaptation à l'effort est-il utile? Est-ce que vous pouvez répondre? Alors, pour la première question, si je vous dis que c'est utile dès 10 ans, a fortiori après 40 ans, le Ruffier-Dixon, oubliez-le, il n'a aucune valeur prédictive de quoi que ce soit, et puis il se fait autour de la table d'examen ou autour du cabinet du médecin, chez un enfant qui a en pleine émotion et tout, ça n'a aucune signification, vous pouvez l'oublier. Malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre quelques fédérations qui le notent encore dans leur bilan. Le score calcique, vous l'aviez évoqué, serait-il complémentaire ou se substituerait-il à l'angiographie diagnostique? À la coronarographie. Oui, non, le score calcique, c'est une curiosité quand même. Hein, c'est pas facile à faire, c'est cher. Enfin, c'est pas facile à faire, c'est coûteux. Hein, non. Dernière question. Les défibrillateurs sur les lieux de sport ont-ils permis de sauver des vies? Bon, je vais dire oui, mais bon, vous allez répondre. Énormément, et puis donc c'est quelque chose qui est à développer, mais sans aller jusqu'au défibrillateur, je vous rappelle que quand quelqu'un tombe sur le terrain, on a 30 secondes pour commencer le massage cardiaque, hein, et 3 minutes pour délivrer le choc électrique. Donc 30 secondes, ça veut dire que c'est la personne qui est le plus proche de celui qui vient ou celle qui vient de tomber qui doit commencer le massage cardiaque. Donc tout le monde doit être formé. Ça peut se produire n'importe quand, n'importe où. Tout le monde devrait être formé au geste simple du massage cardiaque. Parce que, je vous l'ai dit, 30 secondes, il faut commencer à masser, et croyez-moi, c'est efficace. Mais bon, après, et puis après, le choc électrique, oui, si vous avez un défibrillateur, dans les 3 minutes. Sinon, après, vous risquez des dégâts neurologiques qui ne seront pas réversibles. Mais le défibrillateur le plus possible, partout. Ils sont maintenant très faciles à utiliser, il n'y a pas de problème. Puis c'est pas très cher pour les municipalités, mais surtout pour tout le monde, des campagnes d'apprentissage du massage cardiaque. Alors, je vais résumer en 1 minute. Donc, ce que j'ai retenu de ces exposés qui étaient d'abord très pratiques et très intéressants, en un mot, donc finalement, le libellé, c'est absence de contre-indication pour la pratique sportive, avec, vous l'avez expliqué, les détails concernant la spécificité par rapport au sport, par rapport au terrain, selon qu'on est ou pas sportif de haut niveau, et puis avec ce questionnaire qui est disponible, et ensuite la requête éventuellement sur les sites web que vous avez cités pour adapter la démarche. Deuxièmement, un plaidoyer, je crois, assez commun de réaliser examen clinique et électrocardiogramme de manière assez systématique dans ces stratégies autour du sport, et une lecture finalement très simple. Hein. On regarde l'onde de P, on regarde l'intervalle PR, on regarde le complexe QRS, on regarde la repolarisation, et avec cette approche très systématique, on arrive à dépister les complications qui conduisent à des examens complémentaires. Troisièmement, Jean-Philippe nous a rappelé les anomalies physiologiques, on va dire, ou en tout cas ce qui doit inquiéter ou pas lorsque l'on fait un électrocardiogramme chez le sujet apparemment sain. Et tu as rappelé les différents critères du cœur d'athlète. Et puis ensuite, je retiendrai un message très simple, finalement. J'ai bien aimé vos dernières diapositives. Tout se passe au temps de l'interrogatoire, simple.
la recherche des symptômes simples, la réalisation d'un examen clinique d'un électrocardiogramme, avec peut-être 2 alertes. Avant 35 ans, le risque de dépister une cardiopathie préexistante, cardiopathie hypertrophique, Wolff-Parkinson-White, c'est des maladies qui peuvent toucher autant l'adulte jeune que l'enfant. Et au-delà de 35 ans, au prorata de l'âge, coronaropathie et fibrillation auriculaire. Voilà, donc merci à tous les orateurs, merci à mon co-modérateur, et puis bonne session pour la suite. Je crois qu'on a une petite pause avec visite des stands, Ruben, et puis on reviendra ensuite.